comique, c'est quoi? Mais spontanément, je peux en parler que par rapport aux acteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux demander aux acteurs pour que le spectacle rende compte du comique qu'il y a dans le texte ou dans la situation, peu importe. Et en fait, ce que je suis obligé de leur demander, c'est la plus grande crédulité. En fait, ça, c'est le mot qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire que dans les situations qui sont les plus, les plus anormales, ou les plus... il faut absolument qu'ils aient la crédulité de croire à tout ce qui leur arrive. Ce qui fait une distance énorme avec le public, parce que le public voit bien l'énormité de la situation, l'énormité de la chose, alors que le personnage qui est en situation, par exemple dans Marivaux, si je prends juste un exemple, l'oncle veut absolument, peu importe les raisons, que son neveu épouse une jeune femme qui est là à Marton. Le jeune homme, lui, il veut surtout pas. Il est là et il regarde pas la jeune fille, il fait exprès même de ne pas la regarder. Et là, son oncle dit comme il vous regarde, mais avec la plus grande sincérité, alors qu'en fait l'autre il regarde par terre, quoi. Et donc ça, par exemple, ça déclenche le comique, les gens se mettent immédiatement à rire sur cette réplique-là. Là, on vient de la jouer plus de 100 fois, chaque fois ça n'a jamais raté. Alors évidemment, et je demande à l'acteur qui joue l'oncle d'être complètement dans l'inconscience presque. Ça me faisait penser à une expression du langage courant. Mais je le crois pas, dis donc, mais je le crois pas. Exactement. Sur scène, ils y croient absolument. Et nous, dans la salle, on voit bien alors on voit bien les obsessions, on voit bien tout ça, quoi. Les idées fixes, les choses comme ça. Est-ce qu'on peut justement aller dans l'idée que finalement, la crédulité, c'est aussi ne pas savoir ce qu'on va dire? Oui, absolument. C'est que même si les comédiens, ils savent en général, déjà... ils sont parlés par la situation. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte, quoi. C'est-à-dire que ça échappe, c'est dans l'immédiat comme ça. Et ils sont parlés par la situation. C'est comme si tout se passait à leur insu en même temps. Et de plein gré, évidemment. Vous leur demandez de ne pas être ironique, en fait. Surtout pas. À vos acteurs. Ouais, surtout pas. Parce que sinon, ils sont toujours... Enfin, on a l'impression qu'ils sont toujours plus intelligents que les rôles qu'ils jouent. Donc il ne faut surtout pas ça, il vaut mieux être plus bête que les rôles. Ça, c'est fondamental, parce que sinon... Parce que moi, je sais pas, enfin, j'ai vu beaucoup de spectacles comme ça où les acteurs font les malins avec ces rôles-là, parce que tout porte à le faire, je peux dire. Et en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que la situation s'en va et tout s'en va. Parce que vous m'interrogez sur Wienaber, par exemple, Wienaber, il a un espèce de comique qui se faisait par capillarité entre les répliques. D'ailleurs, par exemple, si je prends une scène des voisins, les voisins, il y a ces deux, leurs femmes sont mortes, donc ces deux hommes, il y en a un qui a une fille qui s'appelle Alice et l'autre un garçon qui s'appelle Ulysse. Et le lien c'est une terrasse commune qui les réunit, où souvent ils mangent ensemble, etc. Là, il y a la chienne qui faisait la réunion des deux enfants, qui vient de mourir, on est allé l'enterrer. Et là, il y a un des pères qui a préparé le repas d'enterrement, en fait. Et ils arrivent, et je ne sais plus qui dit quand un être cher vous quitte, il parle de la chienne. Et il y en a un autre qui dit pas n'importe lequel, et à ce moment-là, le fils dit moitié chandon, parce que c'est le champagne qu'il avait préparé. Voilà. C'est ça la capillarité chez Wienaber. C'est vachement drôle d'ailleurs, parce que ça irradie entièrement, mais c'est vraiment le texte, quoi. C'est au niveau de la langue alors? Ouais, uniquement. Mais si je continue de la situation, par exemple, sur cette pièce, que je trouve admirable, parce que c'est comme un conte, c'est un conte à dormir debout, mais vraiment c'est au deuxième acte. Donc c'est presque shakespearien, ils se font la guerre, les deux. Là, il y en a un qui accuse le fils de l'autre, etc., etc. Et deuxième partie de la pièce, les enfants vont faire un stand Francfort frites et les parents font de la brocante. Les deux vieux font de la brocante. Si je prends par exemple l'hôtel du libre-échange,
le personnage principal, Pinglet, bah, je veux dire, il est la norme la plus. Il est blanc, marié, hétérosexuel, habitant des villes, etc. Et comme il veut se faire la femme de son meilleur ami, ça l'oblige à aller dans un hôtel. Dans cet hôtel, il y a une espèce de valet qui est un voyeur, qui perce des trous dans le mur pour mater ce qui se passe dans les chambres. Et le jour où Pinglet arrive, il est appuyé sur le mur et l'autre perce avec sa perceuse. Donc il se fait percer le cul en fait, donc il a fait une expérience un peu bizarre par rapport à un étalon. À sa convention. Ouais, par rapport à l'homme blanc, hétérosexuel, etc. Et après, comme son ami arrive et qu'il est avec la femme de son ami dans la chambre, et que l'autre arrive, il est obligé de passer dans la cheminée. Et donc quand il en sort de la cheminée, la femme le voit et dit « un nègre ». Donc il fait encore une expérience minoritaire. De son altérité. Voilà. Donc je pense que ça c'est l'auteur qui l'a fabriqué, je veux dire, c'est une intelligence sublime, quoi. C'est une précision diabolique, hein, je veux dire. Feydeau, il avait un système qui consistait à diviser la scène dans ce sens-là, c'est-à-dire en largeur, pardon, et en profondeur aussi, ce qui faisait des carrés, quoi. Et dans ses mises en scène, des fois, parce qu'il mettait en scène, il écrivait, à ce moment-là, il passe de A4 à 5B, par exemple, comme Et en fait, on se rend compte que c'est des distances qui sont très très précises. Et donc, quand on le monte, par exemple, si le canapé, on le met trop loin du fauteuil, tout le comique s'en va. Il faut que ce soit exactement pile dans les... C'est d'une précision, c'est monumental comme précision. Et il n'y a pas ça chez la biche. La biche, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a aussi, sur tout ça, ça me fait penser à ça à cause de l'hôtel du libre-échange, mais aussi à cause du chapeau de paille d'Italie, c'est-à-dire qu'il y a toujours, pour le spectateur, je pense aussi, mais sur le personnage, toujours ce qui est promis et qui n'adviendra pas. Ou qui, oui, en général, c'est très lié, oui, c'est très sexuel en général, quoi, et on voit bien, par exemple, dans le chapeau de paille, il a préparé l'appartement des nouveaux mariés, puisque c'est le jour de son mariage. Ils s'y sont pas allés encore, sauf lui qui l'a préparé. Et puis à cause de l'histoire du chapeau de paille, tout à coup, c'est la femme adultère et son soldat, là, son militaire qui arrive et qui tout à coup occupe le lieu nuptial et qui vont s'en servir, ils se servent du lit y compris, quoi, pendant que l'autre va courir pour trouver le chapeau, quoi. Et à la fin, quand ça sera résolu tout ça, il va chanter avec sa femme et il va chanter au spectateur qu'il est temps d'aller se coucher. Donc fatigué, pas pour autre chose. Alors vous pensez que, parce qu'on évoquait ça avant notre arrivée, la différence entre métaphore et métonymie, le fait que tout ce qui est de l'ordre de la comédie, alors peut-être pas du comique, mais tout ce qui est de l'ordre de la comédie, est plutôt, d'après Lacan, en référence à la métonymie d'une image. Et là, on a ça. Dans le chapeau de paille, c'est vraiment presque un concentré d'images et de sa circulation métonymique, et non pas métaphorique, qui ne vient pas à la place d'une valeur. Je rappelais que... Oh, il a un petit peu valeur sexuelle quand même. Ah mais ça, non. Bien sûr que oui, il a valeur sexuelle. Mais ce que dit Lacan dans le séminaire 5, c'est quand même que le comique, la dimension du comique, est du côté de la métonymie, c'est-à-dire du côté de l'objet. On parlait de Vinaver tout à l'heure, par exemple, quand il a... Je me souviens plus de la pièce, mais c'est les huissiers. Oui, c'est les huissiers. Quand il a monté les huissiers, il commençait à écrire, donc il n'avait pas de vrai modèle dans la tête. Et il a pris comme modèle Deepa Colon. Et il s'est servi de ça pour raconter l'histoire qu'il voulait raconter, qui est une histoire à la fois qui le touche lui vraiment parce qu'il a travaillé, je crois que c'est chez L'Oréal, sur un truc de coiffure. Je crois qu'il avait inventé un truc
pour vendre des permanentes à froid, je ne sais plus quoi, mais c'était un truc réel. Enfin, et c'était vachement étonnant. Enfin, et puis en plus, il y avait l'affaire Odin, en plus, dans la pièce. Et donc, il avait pris comme modèle Deepa Colon. Et c'était vachement étonnant parce qu'il changeait même les noms. Par exemple, le fait qu'il ait changé les noms était un truc de comique incroyable. Antigone, ça devenait Madame Tigon. Oedipe, ça devenait Pédou. Enfin, il avait changé tous les noms comme ça. C'était Créon, c'était Créal. Enfin, c'était très très étonnant ce truc-là. C'était vraiment un travestissement Et en plus, quand on faisait l'analyse de la pièce, séquence par séquence, ça respectait exactement la structure de Deepa Colon. La tragédie, ça va quand même vers le sublime. Oui. Et la comédie, ça vers le empêche, déchet. ça reste vers le déchet. Ça va plutôt vers le déchet, vers ce qui va se finir dans le trou. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous, par exemple, quand vous montez une pièce, vous êtes sensible à la question du comique au sens où, par exemple, vous avez envie de monter quelque chose de plus drôle, ça a à voir avec, non pas votre humeur du moment, est-ce que c'est juste contingent avec des propositions, ou est-ce que c'est vous qui, quelquefois, vous avez envie de montrer quelque chose de par l'actualité que vous rencontrez, que vous voulez utiliser une pièce, justement Ah non, c'est plutôt Enfin, ça dépend des expériences, mais la seconde surprise de l'amour, quand je l'ai créée à Lille, je ne pensais pas une seconde que le public pouvait rire. Mais vraiment, les acteurs, moi, on n'a jamais parlé une seconde Et le jour de la première, ça a été une déflagration totale pour nous, parce qu'on ne s'y attendait pas une seconde. Et c'était, on était ravis d'ailleurs, mais on n'avait pas eu la moindre idée qu'on pouvait rire sur ce. Alors, on avait sûrement travaillé avec beaucoup justement de crédulité avec les acteurs et tout ça, mais vraiment pas une seconde on y a pensé, quoi. Et là, par exemple, sur le deuxième, je me disais pourvu qu'il rit, quoi. Donc c'est plus compliqué, quoi, la deuxième fois. Parce que... Oui, finalement, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est votre propre crédulité, c'est-à-dire que vous-même, ça vous échappe, en fait. Ouais, il faut. Même au metteur en scène, c'est-à-dire oui. que ça va plus loin que pas seulement les acteurs, finalement. Il vaut mieux, oui. Oui, il n'y a rien de plus pénible, quoi, quand on a une idée qu'on la mène à bout, quoi. Ça sert à rien.